L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de 6 procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion. Et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque? Incarnés par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 5. L'affaire du duc d'Enghien. Première partie. Depuis le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799, la France vit sous l'ère du consulat. Le consulat, 3 consuls, mais de fait sous l'autorité d'un seul homme, Bonaparte, qui est devenu premier consul à vie en 1802. Pour les Français, c'était une bonne chose, parce que le directoire s'arrêtait, le directoire, ça avait été une période absolument épouvantable. Florence de Baudius, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Et pour la plupart des Français, et même des Français émigrés, c'était un espoir. Enfin, la France cessait d'être un État voyou. Donc on allait avoir un homme qui allait établir la paix en Europe, rétablir une légitimité. Une légitimité, celle de Bonaparte, qui avec le traité d'Amiens en 1802 réussit l'exploit de faire la paix avec toute l'Europe et surtout l'Angleterre, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Et sur le plan intérieur, la situation s'apaise avec le Concordat qui réconcilie la France et le Vatican et la possibilité pour les émigrés, s'ils font allégeance au consulat, de pouvoir rentrer en France grâce à une amnistie. D'autant que l'économie repart et devient même florissante. Enfin, de grandes choses se passent ici en France grâce à Bonaparte. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Mais évidemment, cette France de la réussite déplaît aux Anglais, qui y voient un danger pour leurs intérêts, qui craignent une tendance hégémonique de Bonaparte sur le continent. Et donc, afin d'affaiblir la France et d'empêcher son épanouissement, le gouvernement britannique, lâchement, essaie de fomenter insurrection et guerre civile en soutenant à Londres les Bourbons dans leur désir de vengeance et de remonter sur leur trône. Et de Londres, le frère de Louis XVIII, le comte d'Artois, reçoit un nombre croissant d'agents mystérieux, d'espions de tous acabits. Ils ont depuis très longtemps un réseau d'agents secrets qui renseignent Louis XVIII, qui renseignent son frère le comte d'Artois. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre Le duc d'Enghien. Des aussi sociétés secrètes qui leur permettent de recruter des gens et de préparer le grand soir. Mais donc, quand même, en 99, lorsque Bonaparte arrive à prendre le pouvoir, il se demande s'il n'y a pas la possibilité d'en faire un monk. Ils sont déjà entrés en contact autrefois avec des généraux républicains et ont réussi à les pervertir, à les acheter. Pichegru en est un exemple. Que ces Bourbons puissent seulement imaginer que je puisse être pour eux un nouveau monk. Pour qui me prennent-ils ? Napoléon Bonaparte, premier consul de France. J'incarne la Révolution et n'ai aucune intention de servir de marchepied au gros Louis, prétendument 18e du nom. Jamais les Bourbons ne reviendront sur le trône de France. En tout cas, pas grâce à moi. À l'évidence, les Bourbons ne sont plus l'avenir de la France. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Mais ils sont devenus bien évidemment une arme redoutable dans les mains des Anglais. Des Anglais avec qui nous sommes de nouveau en guerre. Hélas, la paix d'Amiens n'a duré qu'1 an. La couronne britannique refusant de respecter les termes du traité qu'elle a pourtant signé. La guerre, donc,
Encore avec cette Angleterre qui ne supporte pas d'avoir en face d'elle une France devenue puissance économique et militaire considérable et qui a vocation à s'étendre sur le continent. Nous sommes dans un contexte de guerre intérieure et extérieure. Dans un contexte de guerre extérieure, c'est l'Angleterre et la préparation du grand débarquement en Angleterre qui est en train de se faire. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre « Le duc d'Enghien ». Mais encore en France, des réseaux royalistes qui restent importants. Rappelez en 1800, la première tentative d'assassinat de Napoléon Bonaparte, lorsqu'il va à l'opéra et qu'on fait éclater la machine infernale. Fouché a joué sur les deux tableaux, il lui a fait croire d'abord que c'était les Jacobins et puis ensuite que c'était les royalistes. Florence de Baudius, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Ce qui fait que Bonaparte s'imagine qu'il a des ennemis partout, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Depuis 1800, avec la machine infernale de l'attentat de la rue Saint-Nicèze où j'ai bien failli périr, les projets de m'assassiner se multiplient sans cesse. Napoléon Bonaparte, premier consul de France. À nos frontières, dans nos provinces, le danger est partout. Plus je m'acharne à reconstruire une France moderne et prospère dans l'esprit de la Révolution, plus l'on veut m'abattre. Il est au courant d'un complot qui est en train de s'organiser à nouveau contre lui et peut-être contre sa vie. Donc il demande à Fouché et à Savary, qui est le chef de la police, de rechercher les coupables. Fouché, policier très efficace, décrit l'atmosphère délétère de l'époque par cette formule devenue célèbre « L'air est infesté de poignards ». Et en effet, à l'automne 1803, il met à jour une conspiration de grande envergure. Découverte corroborée par la police secrète de Savary, qui dirige la gendarmerie directement sous les ordres de Bonaparte. Oui. Nos services à Fouché et moi-même sont arrivés à des conclusions identiques. Il n'y a pas de doute. Savary, chef de la police secrète du premier consul. Il existe une véritable conspiration insurrectionnelle soutenue de Londres par les Anglais et les Bourbons, et à la tête de laquelle se trouve Georges Cadoudal. Cadoudal, qui est un ancien chef chouan, et qui est en Angleterre et qui a vraiment les ordres du comte d'Artois. Florence de Baudius, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Cadoudal qui a choisi donc le général Moreau et Pichegru, qui sont aussi deux généraux qui sont passés du côté royaliste, pour essayer d'enlever Bonaparte. Oui, ces gens-là sont de la pire espèce. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Et Cadoudal, le plus redoutable, après ses exploits dans la chouannerie. Son projet était d'envergure. Enlever Bonaparte vivant et le mener à bride abattue vers la côte ouest où croisait la flotte anglaise. Hommes, argent, tout était prêt. M'enlever. Et plus tard, m'assassiner. Napoléon Bonaparte, premier consul de France. Le comte d'Artois, un Bourbon, connaît ce plan et l'approuve. Même le général Pichegru est de la partie. Pichegru, qui fut un glorieux général révolutionnaire, commandant en chef de l'armée du Rhin, et qui maintenant se vend aux monarchistes et aux condés pour de l'argent. Qu'attendre d'un tel attelage, Pichegru, Cadoudal, sinon une cavalcade pour l'enfer. L'enfer, oui. Que ce complot Cadoudal. Savary, chef de la police secrète du premier consul. Avéré depuis des semaines, et dont, malgré nos efforts, il nous a été impossible d'en trouver les chefs. Tout se concrétise pour lui lorsque on arrête toute une série d'agents royalistes qui sont, en fait, des gens qui complotent avec Cadoudal et avec Pichegru. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre « Le duc d'Enghien ». Alors, Querelle est arrêté, Bouvet de Lausier, lui aussi, un autre agent, est arrêté, et ils avouent qu'il y a effectivement ce complot. Et alors, à partir de ce moment-là, Napoléon Bonaparte est persuadé que des hommes veulent le tuer. Des hommes, de nouveau conjurés, veulent me tuer. Et pour cela, n'hésite pas à traverser la Manche et à débarquer sur les côtes normandes, malgré les moyens policiers et militaires considérables qui y sont déployés en vue de notre débarquement en Angleterre. Je suis furieux. Des hommes débarquent, à notre insu. Savary, chef de la police secrète du premier consul.
Mais plus inquiétant encore, nous avons appris aussi, suite à nos interrogatoires, qu'un prince de sang royal est attendu en Normandie, de façon imminente. Et il recherche précisément qui va être ce prince qui va en quelque sorte déclencher l'affaire. Un prince lié à ces conspirateurs. Le soir même, j'ai envoyé Savary vers les falaises normandes pour le cueillir à son débarquement. Mais Savary perd son temps en Normandie. Et c'est finalement à Paris, un mois plus tard, dans la nuit du 27 février, que Pichegru est arrêté. Reste à trouver Cadoudal. Bonaparte ordonne donc la fermeture des barrières de Paris pour l'empêcher de s'échapper de la ville et met sa tête à prix. La police perquisitionne, interroge sans ménagement. Et dans la capitale, l'atmosphère devient délétère. Mais il n'y a pas eu d'excès d'autorité. Et puis, le pouvoir est à conquérir chaque jour. Ces mesures ont porté leurs fruits. N'est-ce pas là l'essentiel? Et en effet, le 9 mars, après une formidable course-poursuite dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève, Georges Cadoudal est arrêté. Nous l'avons interrogé, comme il se doit. Et il a parlé. Il a confirmé que son complot avait pour but d'enlever, puis d'assassiner Bonaparte. Il a confirmé que toute cette opération avait pour but de placer un prince du sang sur le trône de France. Moreau va être lui aussi mis sous les fers, Pichegru lui aussi va être arrêté et se suicidera. On ne sait jamais exactement s'il s'est vraiment suicidé ou si on l'a aidé un peu. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre « Le duc d'Enghien ». Donc pendant que la police continue à agir, eh bien, on s'interroge sur ce prince. Mais qui peut-il bien être pour avoir l'audace d'envisager mon enlèvement, mon assassinat et briguer le trône de France? Forcément un prince de la maison Bourbon, qui peut seul en avoir l'envergure pour revenir à une France d'avant la Révolution. Impensable. Il me faut agir pour empêcher cela. Car au-delà de mon propre sang, c'est bien la France de la liberté et de l'égalité qui est en péril. Je suis, de fait, l'unique rempart à la guerre civile et à l'invasion étrangère. Oui, Bonaparte s'installe dans son rôle de sauveur des acquis de la Révolution. Et même si les protagonistes du complot Cadoudal-Pichegru sont neutralisés, pour Bonaparte, il reste toujours une inconnue de taille. Qui est l'âme de la conspiration? Le prince tant attendu. Et cette information, ni Pichegru ni Cadoudal ne l'ont donnée. Donc, une seule obsession pour Bonaparte, trouver ce prince conspirateur. « 10 mars 1804. Bonaparte, afin d'éclairer l'identité du mystérieux prince, réunit aux Tuileries ses proches collaborateurs lors d'un conseil extraordinaire. » Où il y a les deux consuls, Murat, qui est le gouverneur de Paris, c'est le premier gouverneur de Paris. Murat, Savary, Fouché qui est là, Talleyrand. Florence de Bauduus, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Et là, on dit, mais parce qu'on a arrêté des gens, et on les a fait parler, pas de la manière la plus douce. Les conspirateurs, au cours de leurs interrogatoires, avaient vaguement donné le signalement d'un homme paraissant 36 ans. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Cheveux blonds, front dégarni, taille et corpulence moyenne, mise soignée. Nous avons évoqué les différentes possibilités. Tous les noms des princes de la maison de Bourbon furent cités. Condé, d'Artois. Le comte d'Artois en Angleterre, non, peu probable. On sait très bien les velléités de ce prince et son peu de désir, finalement, de prendre les armes de partir comme cela à l'aventure. Ses fils non plus. Donc, le dernier prince du sang, c'est lui, justement. Il attire les yeux, le duc d'Enghien. Le duc d'Enghien, oui, forcément. Car il est le seul à correspondre en tout point au rôle que Talleyrand et Fouché veulent lui faire jouer dans l'esprit de Bonaparte. C'est un Bourbon. Il est jeune. C'est un guerrier. Il me déteste. Et enfin, il réside à 2 pas de la frontière française, prêt à agir. Talleyrand et Fouché ont vu juste. Fouché a voté la mort du roi Louis XVI. Donc lui est un régicide et il veut
que Bonaparte trempe sa main dans le sang des Bourbons. Talleyrand, lui, est très mal avec les Bourbons à ce moment-là. Bon, les Bourbons ne veulent pas de lui, donc il sait très bien que si les Bourbons reviennent sur le trône, il n'aura pas de pouvoir, alors qu'avec Bonaparte, il est assuré d'avoir le pouvoir. Oui, ces deux personnages machiavéliques de Talleyrand et Fouché ont tout intérêt à l'arrestation du jeune prince. D'autant que les renseignements de leurs polices respectives, ainsi que les espions qui travaillent directement pour Bonaparte, leur donnent raison et murmurent de plus en plus fort le nom du duc d'Enghien. Qui, pour certains royalistes français, ferait quand même un roi tout à fait convenable et qui pourrait, il a une aura, entraîner un certain nombre, non seulement de royalistes, mais aussi de républicains modérés, vers une restauration. Difficile, donc, pour Bonaparte de ne pas prendre en considération l'hypothèse du duc d'Enghien comme étant ce fameux prince de la conspiration. Il avait tout pour faire un roi. Descendant directement de Saint-Louis, prince du sang en 10e position sur la liste des prétendants au trône de France. Marquise de Rohan-Rochefort, maîtresse du duc d'Enghien. Mais jamais il n'aurait trempé dans un assassinat. Son honneur et sa naissance le lui interdisaient. Le duc d'Enghien est à la fois, par sa mère Orléans, par son père Bourbon, un grand de France. Il descend à la fois d'Henri IV et du Grand Condé. Il est le cousin de Louis XVI, mais en même temps son filleul. Il est l'homme clé de cette insurrection. Dès 1789, après la prise de la Bastille, âgé de 17 ans, il a fait partie des premiers à quitter la France, avec son père et son grand-père, le prince de Condé. Et à partir de ce moment-là, il ne va cesser d'être un guerrier, combattant à la fois dans les armées de son grand-père, puis ensuite sous le drapeau autrichien, sous le drapeau russe, sous le drapeau anglais. Ça va être un problème terrible pour le duc d'Enghien. Se battre contre des Français, tuer des Français. Mon cœur saignait d'avoir à combattre des Français, quelle que soit la couleur de leur uniforme. Duc d'Enghien, royaliste et retraité de l'armée de Condé. Mais ce n'est pas la France que je combattais, mais cette République. Et ses idées infâmes, et maintenant ce tyran de Bonaparte. Il a trahi la France. Il a porté les armes contre ses compatriotes, contre les Français, contre la République, contre le peuple souverain. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Ainsi, sous le commandement de son grand-père, le prince de Condé, il était déjà là, à Valmy, dans le camp de nos ennemis. Valmy, glorieuse victoire de la République qui repoussa la coalition des rois d'Europe, prête à envahir la France pour la dépecer. Puisqu'il n'y a pas possibilité d'avoir une armée considérable aux ordres du roi, c'est-à-dire maintenant Louis XVIII. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre « Le duc d'Enghien ». Eh bien, il faut s'allier avec et combattre aux côtés des souverains étrangers. Mais j'ai bien compris qu'il fallait prendre en considération certains changements. La monarchie nouvelle devra être éclairée, constitutionnelle. Duc d'Enghien, royaliste et retraité de l'armée de Condé. Et valider certains acquis irréversibles de la Révolution. C'est incontournable. Un homme qui a compris que les choses avaient changé, que le cours de l'histoire était irréversible, mais par contre, un homme qui considère toujours, et notamment Napoléon Bonaparte, comme un suppôt de Satan. Pendant 10 ans, il va se battre comme ça, pour remettre les Bourbons sur leur trône, le trône qu'ils ont depuis 800 ans. Quitte à ne pas hésiter à combattre aux côtés de la Prusse, la Russie, l'Autriche et même l'Angleterre, tous les ennemis de la France. Mon rôle, mon devoir, est de faire en sorte que le premier consul soit bien conscient de la menace que représente ce personnage. Donc le dossier est quand même important. Et on comprend alors la colère de Napoléon Bonaparte. Il faut être exemplaire. Trouver le prince coupable et le punir aux yeux de tous. Montrer qu'aucun retour en arrière n'est possible. Il est persuadé que la contre-révolution agit là, en ce moment-là, pour véritablement l'éliminer. Et en l'éliminant, éliminer bien entendu la Révolution française et les acquis de la Révolution française. Je crois qu'il en est vraiment persuadé. Et que donc c'est une raison d'État, c'est un motif nécessaire, indispensable, que de l'arrêter et de lui faire justice. Oui.
Mon bras doit frapper sans faiblir. Le duc d'Enghien et les Bourbons justifient le recours au terrorisme et à l'assassinat au nom de leurs ancêtres, pour récupérer une couronne qu'ils ont été incapables de conserver. Moi, cette couronne, je peux l'obtenir de la volonté de toute une nation qui me supplie de la ceindre. Cela lui permet non seulement de dire « terminé avec les Bourbons », je suis la révolution est terminée, mais la contre-révolution aussi l'est terminée, mais j'ai besoin que le peuple français me donne une nouvelle autorité pour que je puisse véritablement amener la République consulaire à son terme et au bonheur de tous les Français. J'ai donné des ordres à Savary pour aller espionner sur place à Ettenheim, là où il vit, tout près de la frontière, prêt à nuire à la France. Ses fréquentations, ses activités, ses déplacements, je veux tout savoir sur ce que fait le duc d'Enghien. Il vit calmement à Ettenheim, dans le duché de Bade, avec sa maîtresse, la marquise de Rohan-Rochefort. C'est à Versailles que nous nous rencontrâmes pour la première fois. Puis nous nous revîmes à Worms en 1791, après le début de cette horrible révolution. Nous apprîmes à nous connaître, et l'amour fit le reste. Nous communiâmes d'âmes et de chair. Elle est la raison essentielle de mon installation à Ettenheim. L'un de mes rares repères dans cette Europe chamboulée depuis la Révolution. Et puis la paix de 1802 me contraint à l'inaction. L'Angleterre n'a que faire de mes services, et pour ma part, je n'ai aucune envie d'y résider comme mon père ou mon grand-père. Et puis, dans ma petite maison, j'ai un jardin où je cultive des roses. Et la campagne est riche en gibier, propice aux longues marches du chasseur. Vraiment, cette résidence a malgré tout bien des avantages. Parce que d'abord, il est à côté de la femme qu'il aime, et ensuite, si jamais il se passe quelque chose, il est à la porte de la France. Et en plus, il déteste les Anglais. Mon seul espoir est que les événements m'offrent l'opportunité de servir, de franchir la frontière toute proche, à la tête d'une armée, de chasser l'usurpateur et de revoir un Bourbon sur le trône. Nous sommes nombreux autour de moi à avoir le même désir. Il reste quand même à l'intérieur de l'Allemagne en contact avec les anciens de l'armée de Condé, avec les anciens soldats qu'il a eu sous ses ordres, des anciens officiers aussi, et aussi en contact avec des Suisses qui se sont révoltés contre la France, puis ensuite qui ont contesté le pouvoir du premier consul. Et donc il y a là une possibilité pour lui, pense-t-il, d'agir au cas où il y aurait à nouveau la guerre, et il y a à nouveau la guerre. Mes agents m'informent presque quotidiennement qu'à Offenbourg, ville proche d'Ettenheim, les royalistes se rassemblent régulièrement et entretiennent des contacts. Troublante coïncidence, qui laisse à penser qu'Enghien puisse être leur chef. D'autant qu'il semble se déplacer beaucoup et être très actif. Il disparaît très souvent d'Ettenheim. On ne sait pas très bien où il s'en va. La rumeur policière veut qu'il parte et franchisse le Rhin, aille du côté de Strasbourg, où il y a certains de ces vétérans qui ont pris leur retraite et qui sont encore là. À l'évidence, il entretient ses amitiés royalistes pour être prêt à agir. Savary, chef de la police secrète du premier consul. Et donc il est fort probable qu'il y ait eu contact avec les conspirateurs Pichegru et Cadoudal. J'ai donc donné mission de s'infiltrer incognito à Ettenheim à l'un de mes meilleurs gendarmes. Ce gendarme qui est parti là-bas pour faire l'espion et qui ne sait pas très bien parler l'allemand. Et quand il interroge trinqué dans des cabarets du coin autour d'Ettenheim, les gens qui s'y trouvent, sur les gens que reçoivent, les personnes que reçoivent le duc d'Enghien, il traduit, et donc on lui donne par, au lieu du général Thumery, le général Dumouriez, au lieu de Smith, il pense que c'est Spencer Smith et non pas Spencer Schmidt, il confond donc tous les noms, il les donne donc à son autorité de tutelle et donc aussi à Napoléon, et on est persuadé qu'autour du duc d'Enghien, il y a effectivement des comploteurs qui sont là. Enghien est notre homme, c'est évident.
Il se compromet ouvertement, jour après jour, à Ettenheim, avec nos pires ennemis. Dumouriez, ce traître qui a abandonné ses drapeaux en 1793. Smith, le plus habile agent secret de la couronne britannique, et sans doute bien d'autres. Dès que Talleyrand a suggéré le nom du duc d'Enghien, j'ai compris qu'il était notre mystérieux prince. Il a voulu me faire enlever et sans doute assassiner. Nous allons lui rendre la monnaie de sa pièce. Je n'aurais que du mépris pour moi-même, à l'idée de servir dans une telle conspiration. Ces poseurs de machines infernales, capables d'enlever un homme pour l'assassiner. Un prince de Condé n'est pas un brigand qui attend le poignard à la main au détour d'un chemin pour égorger, fût-ce un Bonaparte. Je suis prêt à me battre pour la monarchie, mais sur le champ de bataille, les armes à la main, sans me cacher. Tout cela, ça fait gros quand même, hein, dans la balance. Un homme qui est Bonaparte, un prince du sang, un cousin, un filleul de Louis XVI, un homme qui a combattu avec courage, un homme dont on murmure dans certains milieux royalistes, et la police le sait, qu'il ferait peut-être un bon roi de France. Le duc d'Enghien aurait sans doute belle allure sur le trône de France. Et son étoile brille plus haut que celle des autres princes du sang pour les Français restés fidèles aux Bourbons. J'ai donc suggéré au premier consul d'agir vite. Il faut faire enlever le duc à Ettenheim, le ramener à Paris et le juger. Nous allons en débattre au Conseil pour adopter la proposition de Talleyrand. J'ai proposé pour commander l'opération le général de Caulaincourt, avec comme adjoint le général Ordener. Le premier consul a approuvé ces choix sans hésiter. Mais à Ettenheim, l'espionnage et la surveillance dont le duc d'Enghien est l'objet ne passent pas inaperçus. Et l'inquiétude gagne chez les proches du jeune homme. Depuis plusieurs jours, son grand-père, le prince de Condé, recommande au duc la prudence. Beaucoup de monde l'avait mis au courant, il lui avait demandé de se méfier. Son grand-père qui était dans l'entourage du comte d'Artois. Il était au courant de ces complots, donc il avait très peur. Florence de Baudius, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Donc il lui avait demandé de s'éloigner d'Ettenheim, la princesse Charlotte aussi. Je l'ai supplié de quitter Ettenheim et de s'éloigner du Rhin, pour aller s'installer dans la maison qu'il avait louée à Fribourg et qu'il faisait remettre en état. Le maire de Rhino, qui s'appelait Tadé Roche, et qui connaissait bien le duc d'Enghien, lui avait dit « éloignez-vous de la frontière ». Il y avait le roi de Suède qui était là aussi, qui était en résidence à Maluberg, et qui savait aussi, qui soupçonnait des choses, et qui lui avait demandé de s'éloigner. Oui, mes amis sont inquiets pour moi. L'on m'espionne. Et peut-être en veut-on à ma vie. Mais la crainte de rencontrer quelques gueux soudoyés ne me détournera jamais de mon chemin. Après tout, que me reproche-t-on ? De cultiver mes roses ? Il est certain qu'il devait quand même sentir autour de lui une présence policière. Mais il ne croyait pas véritablement, je pense, être enlevé. Il était dans un pays souverain, donc le droit des gens le protégeait. Toutes ces supputations sur mon enlèvement éventuel sont ridicules. Cependant, afin de rassurer mademoiselle de Rohan, à qui je ne saurais rien refuser, j'évite de m'approcher du Rhin. Précaution bien dérisoire, car le plan machiavélique inspiré par Talleyrand est déjà en marche. Bonaparte a donné l'ordre aux généraux Caulaincourt et Ordener de traverser le Rhin à la tête d'une véritable armée et d'enlever le duc d'Enghien. Comment imaginer que Bonaparte ferait franchir la frontière allemande à ses armées, au mépris des lois internationales ? En effet, mais avec Bonaparte, il faut toujours imaginer l'inimaginable. Cependant, il est encore temps pour le jeune prince de s'échapper, s'il écoute son entourage qui est aux aguets. Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire du duc d'Enghien est un podcast coproduit par Ingem Productions et Initial Studio,
adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Ingem Productions et Cinepass Télévision, avec la participation de toute l'histoire, imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Clément Rouault dans le rôle du duc d'Enghien, Jonathan Salmon dans le rôle de Bonaparte, Jacques Poiterier dans le rôle de Savary, Laurent Richard dans le rôle de Talleyrand et Emeline Bayard dans le rôle de Charlotte de Rohan. Historiens, Jean-Paul Berthaud et Florence de Baudus. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.